Il est de certains regards qui savent voir avant les autres. Il s'attarde sur un détail, une nuance, un mouvement à peine perceptible, et ils comprennent déjà ce qui s'annonce. Celui de mon invité appartient à cette famille rare. Depuis des décennies, elle lit le monde avec une acuité singulière, attentive aux signes faibles comme aux grands bouleversements. Aujourd'hui, c'est son rapport à l'attention que j'aimerais explorer avec elle. L'attention comme manière de comprendre notre époque, mais aussi comme façon d'habiter le monde. Nelly Rodi a fait de l'observation du monde un art. Depuis plus de 40 ans, elle capte les signes infimes de nos sociétés, ces détails que nous ne voyons pas encore, mais qui annoncent les grandes transformations à venir. Pionnière dans l'analyse des tendances, elle a accompagné les marques et les créateurs à mieux comprendre leur époque, à regarder différemment les individus, leurs désirs, leur mode de vie. C'est une femme lumineuse, authentique, au regard exigeant et pétillant, chaleureuse, qui me reçoit à son bureau magnifique, empreint d'histoire, l'hôtel Chromo du Bourg, au cœur du 9e. L'attention est au cœur de son travail. Attention aux signaux faibles, attention aux gens, attention au monde en mouvement. Mais au-delà de son métier, je voudrais explorer avec elle ce que ce mot « attention » signifie de manière plus intime, plus délicate. J'ai la joie de recevoir aujourd'hui Madame Nelly Rodi pour comprendre comment elle vit l'art de l'attention. L'art de l'attention. Conversation avec Fanny Auger. Bonjour Nelly Rodi. Bonjour Fanny. Alors, quand vous entendez le mot « attention », qu'est-ce qui signifie pour vous ? Avant toute chose, l'attention pour moi c'est l'humain. L'attention de l'autre. C'est pas simplement l'attention sur les objets ou le regard ou l'observation. C'est d'abord ce qui se passe dans l'intime. On sent tout de suite, un peu comme un animal, on sent quand on parle à quelqu'un tout de suite des ondes de communication. Ça passe ou ça passe pas. C'est ça l'attention. Comment sont les yeux? Comment est-ce que la bouche sourit? Est-ce que le visage reste raide? Est-ce que notre message passe à l'autre? Et est-ce que son message me passe, moi, d'abord dans mon ventre, carrément, j'ose le dire, et puis ensuite, ça passe par la tête, ça s'analyse, ça monte. C'est plus instinctif au démarrage. Et puis, après, on fait jouer son intelligence. Mais pour moi, l'attention, c'est avant tout l'humain avec un H majuscule. Ça se sent dans votre livre parce que, à travers cet ouvrage, Quelques saisons d'avance, qui a été publié il y a maintenant 2 ou 3 ans dans la collection Bouquins Mémoire. L'année dernière. L'année dernière, pardon. Vous dites très justement, ma vie est faite de belles rencontres. Oui. Oui, parce que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si cet instinct dont je parle comme un animal que l'on ressent entre deux êtres humains qui peuvent ne pas se connaître, mais qui à un moment donné partagent un moment. Si je n'avais pas rencontré Denise Fayolle au printemps, j'ai fait un BTS de commerce, rien d'extraordinaire, et je me retrouve en stage, comme aujourd'hui toutes les stagiaires qui sont dans toutes les entreprises, et je me retrouve à Prise Unique. Et je vois une femme incroyable, habillée de noir, mince, des yeux pétillants, mais assez sévères. Et cette femme me pose sur le bureau. Bon, Nelly, tu arrives pour 3 mois de stage. Eh bien voilà, tu vas prendre contact avec les couleurs. Et elle me pose des bocaux sur mon bureau. Un bocal de rouge, un bocal de jaune, un bocal... Alors, quand je dis des bocaux, des grands bocaux qui font 30-40 cm et dans lesquels il y avait des centaines de jaunes, ou bien des centaines de rouges, ou bien des centaines de bleus. Un bocal pour les rouges, un bocal pour les jaunes, un bocal Mais d'objets ou bien de pigments de petits bouts de papier rassemblés, tous les bleus que le bureau pouvait couper, et on les mettait à chaque fois qu'il trouvait un bleu intéressant dans un magazine, on coupe un petit bout, puis on le met dans le bocal. Et donc on se retrouve avec des milliers de bleus dans un bocal.
Et elle me pose comme ça tous les bocaux et elle m'apporte une paire de charentaises du rayon prise unique. En me disant, mais il n'y a pas de raison que les personnes âgées aient des charentaises qui sont tristes, marron ou grises. Les charentaises, en général, elles sont en feutre avec une... Et puis, il y a un écossais sur le dessus. Elle me dit, vas-y, tu n'as pas travaillé les couleurs, mais vas-y, tu fais ce que tu veux, réfléchis à ta cliente, à ton client, et puis fais ce que tu veux en coloriage. Et j'avoue que cet exercice de style-là a été le déclencheur vraiment de toute une démarche. Enfin, jamais on m'avait mis au pied du mur comme ça sur un objet à recolorier qui ensuite se retrouve en magasin. C'est sur un objet de charentaise. Je sais pas si je sais plus si je le raconte dans le livre aussi ou pas. Mais son deuxième objet qu'elle m'a apporté, c'était des betteravières. Si, J'ai dû regarder la définition, hein, je dois avouer, parce que betteravière, je ne connaissais pas. Non, moi non plus. Et elle pose sur le bureau, pareil, 3 betteravières. Ce sont des culottes que les femmes qui ramassaient les betteraves. Vous le racontez dans oui, le livre. voilà. Et elle ne s'arrêtait pas à l'époque. Heureusement que la condition féminine a changé un peu entre-temps. Et donc, ces culottes étaient percées au centre. Et là aussi, elle me demande, puisqu'elles étaient vendues à prise unique en blanc ou en rose pâle, mais il n'y avait pas d'autres couleurs du tout, elle me demande de faire une gamme. Ce sont des choses dont je ne peux pas oublier 50 ans après. Oui, j'allais dire, c'était en 1963, je crois. Hein. Oui, oui, vous êtes très informé. 1963, exactement. Mais moi, ce qui m'a marqué, justement, c'est qu'en commençant le livre, je pensais que ce serait retracer votre parcours, que j'entendrais plus parler de matière, de tendance. Et avant tout, vous parlez d'humains, justement, de rencontres qui ont changé votre vie. Ensuite, il y a tout un chapitre sur André Courrèges, dont je connais évidemment la marque, la griffe, un petit peu les innovations initialement, mais pas l'homme. Oui. Et vous parlez que de ça, de ces rencontres avec Gauthier, alors tout jeune. Gamin, ben oui, bien sûr. Alors, André vient s'asseoir à côté de moi dans un avion et j'ose. J'étais toute jeune, je rentrais de Francfort, du salon Tex World. Et je dirigeais le coton, l'Institut du coton à l'époque. J'étais directrice de mode de l'Institut du coton. Et ce personnage en combinaison, là, il était bleu ciel. Il n'était pas blanc, il était bleu ciel. Tout le monde disait que c'était des combinaisons de pompistes, d'ailleurs. Rue François 1er, là où Courrèges est toujours. C'était là, il y avait une station de pompe d'essence dans la rue François 1er et on le confondait quand il était dans la rue et qu'il attendait sa voiture. On le prenait pour le pompiste. On le prenait pour le pompiste. Les gens s'arrêtaient. Mais ils trouvaient ça très, très drôle. Donc ce personnage s'assoit à côté de moi avec une personnalité incroyable. Et le lendemain, je reçois... Non, le jour même, j'ai osé lui proposer. Je lui ai dit, mais j'ai ma voiture au parking. Est-ce que vous voulez que je vous emmène chez vous? Et il m'a dit oui. Et donc, je l'ai ramené à Neuilly, dans son hôtel particulier où il habitait à l'époque, enfin, où Coqueline habite toujours. Et une vraie rencontre. Et le lendemain, j'ai un énorme bouquet de fleurs sur mon bureau de sa part pour me remercier de ce taxi impromptu. Et il m'a débauché, parce que c'est un tel personnage... Donc, avec son petit accent du Midi, allez petite, tu vas venir chez moi et tu vas t'occuper de la communication. Et voilà, ça, on peut pas l'oublier dans une vie, des rencontres comme ça. Et ça déclenche des parcours, effectivement. Et votre livre, il est truffé de très très belles rencontres, comme vous le dites vous-même. La vie est faite de rencontres. De très belles rencontres. Ce n'est pas un fleuve tranquille. Mais ce sont de très belles rencontres, la vie. D'où l'attention nécessaire à avoir aux autres. Ah oui, l'attention entre humains d'abord, avant toute chose, et ensuite éduquer le regard. Ça, c'est un véritable apprentissage. Savoir passer du temps, ne pas considérer que c'est du temps perdu, que d'aller partout, que même si on n'achète rien, d'aller aux puces, d'aller voir les expos d'art, de s'éduquer et le moindre objet, de regarder. Encore aujourd'hui, je peux vous dire, je conduis ma petite Fiat 500 souvent dans Paris,
Et je peux décrire encore aujourd'hui des silhouettes de personnes qui passent sur un trottoir. Donc, elle a des bottes, elle n'a pas de bottes, elle a une jupe courte, elle n'est pas courte, elle est rouge, elle n'est pas rouge, elle est bleue. C'est encore un exercice que mon cerveau fait parce que j'ai éduqué... j'ai éduqué ce cerveau comme ça. C'est comme ça que l'on peut sentir l'évolution d'une société. C'est en l'observant, en partant du moindre détail. Donc à l'époque, j'étais jeune, bien sûr. Donc je voyais ce qui se passait dans les cocktails, mais j'allais aussi dans les boîtes de nuit pour voir un peu ce qui se passait. Dans la rue ou dans en la boîte. rue ou en boîte ou à New York ou à Copenhague, parce que le design à Copenhague était quelque chose d'important. L'Italie, enfin, dans le Japon, bien évidemment, mon amour pour ce pays. Et en éduquant, on se construit soi-même, on trouve d'un seul coup, on se dit, mais oui, c'est sûr, mais c'est ça. Donc un nouveau concept apparaît dans votre esprit et d'un seul coup, vous le faites vivre. Alors après, vous cherchez, je parle pour un bureau de style, les équipes avec lesquelles j'ai travaillé ou que j'ai animé pendant toutes ces années, une fois qu'on a conceptualisé un petit peu cette recherche, autour de cette recherche qu'on se dit oui, pour 2027, je vais remettre le blanc complètement parce qu'il faut tourner la page et que on en a marre de cette ambiance. C'est pas par hasard que je vous dis ça. Et que je veux remettre le blanc, par exemple. Mais là, après, il faut se dire, d'accord, le blanc, ok, mais comment ? Qu'est-ce que je fais ? Je fais une robe romantique, je fais une tenue ecclésiastique, je fais une robe de baptême, je fais un linceul de mort. Je fais quoi avec le blanc ? Donc là, après, il faut conceptualiser, soit au travers de sa propre culture, soit au travers de recherches iconographiques, etc. On se recompose, on se fait soi-même un nouveau concept, on le crée. Je reviens juste, je fais un tout petit pas de côté pour revenir à ce que vous disiez. C'est André Courrèges, vous l'avez rencontré dans un avion, il s'est assis à côté de vous. Ça me frappe d'autant plus qu'aujourd'hui, on parle plus à son voisin. En venant en métro, je regardais les jeunes filles à côté de moi qui étaient toutes le nez chacune sur un manga à côté de moi, avec une série, une vidéo, des messages tout simplement. Les gens ne se regardent plus et ne se parlent plus. Ensuite, vous disiez regarder les gens dans la rue. Alors moi, je trouve que c'est un sport magnifique de regarder les gens, la manière dont les gens marchent, comment est-ce qu'ils s'expriment. Alors ils sont tous aussi. avec leur téléphone. Hein. Oui, ils traversent la rue avec le téléphone. Mais le fait que vous le fassiez encore, c'est une éducation. C'est vraiment, je trouve, et ça demande de plus en plus d'exigence parce que vous aussi, vous êtes occupé. J'imagine que votre téléphone, il sonne sans cesse, etc. Mais de s'en extraire, je trouve que moi qui travaille sur l'art de l'attention, on voit que c'est capital pour encore capter quelque chose. C'était le début de votre travail. Oui, oui. Les cerveaux doivent communiquer. Moi, je pense qu'il y a, mais ça c'est mon avis personnel, que l'être humain n'a pas encore poussé au maximum les capacités de son cerveau et que nous avons devant nous encore des jolis jours. J'espère que, je suis sûr que l'intelligence artificielle va, avec les cerveaux humains, apporter quelque chose de très positif et non pas négatif. Donc je n'ai pas peur de l'intelligence artificielle. Je suis sûr que le cerveau humain va savoir s'en servir et bien s'en servir. Je vois d'ailleurs le travail qui est fait aujourd'hui avec les nouvelles équipes dans l'agence, ils s'en servent et c'est assez extraordinaire. Voilà. Je suis moi-même complètement bluffé quand je vois la réponse. Alors, on la corrige, bien sûr, on ramène sa propre connaissance, mais c'est une base extraordinaire que nous n'avons pas connue, nous, ma génération, en tous les cas. Mais je ne sais plus où on en est. Non, mais c'était pour comment est-ce qu'on capte ces signaux faibles. Et ensuite, vous, votre métier, alors j'imagine que nos auditeurs connaissent votre métier, que vous avez quelque part inventé, moi j'allais dire, parce qu'il y en avait quelques initiés, j'allais dire, et diffusé aussi, parce que à votre tour, vous avez aussi transmis à d'autres. Donc c'est à partir de petits signaux faibles, de petites choses comme ça, que vous allez, avec votre regard, avec votre culture, vous parliez d'art, vous parlez aussi beaucoup de curiosité. Ah oui,
mais ça rejoint ce qu'on est en train de dire, l'attention, la curiosité. Dans certains lieux plus avant-garde, et encore aujourd'hui, la musique est un vecteur aujourd'hui de communication, mais la manière dont les musiciens sont habillés eux-mêmes et le mélange des cultures qui se retrouvent dans la musique d'aujourd'hui, c'était la même chose autrefois. Et quand on voyait une fille avec des grandes bottes et un short, une ou deux ou trois qu'elles osaient, parce que faut se remettre dans le contexte de ces années-là où les mini-jupes étaient très mal considérées. Avant 1965, 63. Voilà, c'est ça. Ensuite, on savait qu'on pouvait y aller, que toute une génération de jeunes femmes avaient envie justement de montrer leurs jambes et de jouer le très court. Ce sont ces signes qu'il faut repérer et ensuite les adapter à un marché. Alors, ne pas oublier que derrière tout ça, il y a une industrie. Hein. On commence du fil pour arriver à un vêtement et il faut 2 années. C'est encore le cas aujourd'hui. Les rythmes sont les mêmes. On travaille pour l'été 28 en ce moment. Les rythmes sont les mêmes de production. Alors, après, entre les influenceurs, et l'informatique qui apporte des informations au jour le jour. L'immédiateté de l'information. On connaît immédiatement les ventes de la journée, on sait ce qui s'est le mieux vendu, donc on peut tout de suite reproduire le chemisier rose avec des broderies qui s'est très bien vendu aujourd'hui. Nelly Rodi, comment est-ce qu'on fait avec l'imprévisible? Parce que votre métier, c'est de prévoir les choses. Là, vous travaillez déjà sur 2028, alors qu'on est en septembre 2025. Mais comment est-ce qu'on prévoit l'imprévisible? Parce qu'il y a des choses comme le Covid, le 11 septembre, les attentats, enfin parfois des événements comme ça qui ébranlent vraiment la surface de la planète, j'allais dire. Mais on ne peut pas le prévoir. Alors comment est-ce qu'on fait dans votre métier? Comment est-ce qu'on l'intègre quand même? Oui. Alors d'une part, on ne le prévoit pas, mais on ressent des choses. Alors Covid, je n'ai pas d'exemple concret à vous donner, mais pour le 11 septembre, 2 ans avant, lorsque je faisais les brainstorming avec les équipes, tout le monde avait, toute l'équipe, on était 12 ou 13, quelque chose comme ça. Il y a une sélection dans l'équipe, vous voyez, de gens qui participent. Pendant plusieurs jours, je les emmenais à l'extérieur, dans des endroits très particuliers, etc., pour qu'ils soient déconnectés du travail. Et lorsque l'on échangeait, et je leur demande d'apporter un objet ou bien de réfléchir à ce à quoi ils croient pour l'avenir, et là, ils ont apporté du charbon. Ils avaient envie de feu, ils avaient envie, j'ai la preuve par 9, ils avaient envie de noir, de tout noir, et nous faisions déjà nos séances de photos pour ne pas utiliser les photos prises dans les magazines. Oui, vous gardez cette création à l'intérieur, en interne à l'agence. Le seul bureau. J'ai vraiment 2 choses, les couleurs. Nous ne prenons pas les pantônes, nous ne prenons pas les couleurs qui existent. Nous faisons teindre sur nos tissus nos couleurs exclusives de la saison, etc. Et nous donnons à nos clients des échantillons. Ils peuvent comme ça les transmettre dans les différents services. Et vous travaillez avec? Et les photographes. Ouais. Et nous refaisons des scénarios avec les photographes. Et là, j'avais demandé, je m'en souviens très très bien, parce que tout le monde disait, oh, mais non, ça va être dramatique. Alors nous, on mettait ça sur le compte de l'économie. Mais... c'est dramatique. Moi, je vois des ambiances dramatiques. J'ai fait photographier un couple attachés l'un et l'autre, habillés de noir tous les deux, et avec des flammes qui venaient d'en dessous. J'ai les photos encore aujourd'hui. Et j'ai les témoignages de nos clients de l'époque qui m'écrivaient en disant « Mais comment, Nelly, vous nous donnez cette ambiance-là, c'est dramatique, etc. » Et 1 an après, 1 an et demi, je ne sais plus, d'un seul coup, quelqu'un nous appelle dans le bureau et dit « Venez autour de l'ordinateur quand on voit tomber toutes les tours. » Et on ne pouvait pas l'expliquer, donc on ne savait pas. Mais c'est pour ça que je pense que les cerveaux
ont quelque chose de plus. Le cerveau humain Une intuition. Une intuition, c'est absolument. Qu'on n'exploite pas assez, qu'on n'éduque pas assez dans ce sens-là. Et là, je suis vraiment... En plus, ce que je vous raconte est vrai. Enfin, je ne peux pas l'inventer. Je vous crois J'ai sur la parole. preuve par neuf dans nos archives. Bien sûr. Nous avons toutes les photos. J'aime beaucoup la langue allemande, et notamment ce mot allemand, le Zeitgeist, l'esprit du temps. Ah, voilà. C'est le Zeit, le temps, et Geist, l'esprit du temps. Et c'est ce que vous faites, vous captez l'esprit du temps. C'est ça. Avant oui, même. Ça. Je ne connaissais pas l'expression J'aime allemande. beaucoup cette expression, Zeitgeist. Pas l'allemand. Ah oui. C'est ce que vous faites à l'agence. Oui. Ça va au-delà des tendances, des couleurs. Oui. C'est capter quelque chose de beaucoup plus large. Large, et de la sociologie. Vous avez des sociologues dans vos équipes, des designers. Et à l'époque, les bureaux de style. Mais en fait, tout a commencé. J'ai vu à la télévision une émission. Et il y avait pour la publicité d'une télévision, d'une entreprise qui fabriquait des télévisions, il y avait un sociologue qui venait parler pour dire mais oui, on apporte les images dans la maison de plus en plus. C'était le début de la télévision. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça ce que nous vivons. C'est comme ça que je suis allé chercher Michel Maffezoli ou bien plein d'autres avec lesquels j'ai magnifiquement travaillé. Et aujourd'hui, Pierre-François Lelouette, qui est mon fils, mais président de l'agence, a développé ce département sociologie de façon très, très importante. Donc oui, nous captons. Nous sommes des sociologues quelque part. Absolument. Et nous essayons de retranscrire en produits, qu'ils soient mode, décoration, cosmétique, alimentaire. On essaye de reproduire ces produits que ces consommateurs attendent. Oui. J'avais une question justement, parce que vous avez contribué à transformer la manière dont les marques regardent les individus. Comment l'attention portée au désir, au comportement, au mode de vie a-t-elle évolué depuis vos débuts ? Parce que là, les sociologues, c'était il y a une vingtaine d'années que vous avez commencé à travailler avec eux. Vous avez fondé l'agence donc en 1985. Il y a aujourd'hui 40 ans maintenant. Oui, absolument. Et puis, au fur et à mesure, vous l'avez étoffé de regards croisés. Très vite, au début... donc j'étais mode, puis avec ce parcours, secrétariat de la laine, assistante, puis directrice de la mode du coton, puis directrice du comité de coordination des industries de la mode, financé par le ministère de l'Industrie, puis André Courage. J'avais un parcours mode femme. Et très vite, quand j'ai ouvert l'agence, je me suis dit, mais il n'y a pas de raison, il faut faire de l'homme, il faut faire de l'enfant, il faut faire de la cosmétique dans quelques mois. Puis de la maison aussi aujourd'hui, l'hospitalité. Absolument. Et je rencontre un monsieur, encore une rencontre, Patrick Lecêtre, qui avait une boutique et un petit salon qui s'appelait le Moving et qui faisait un salon sur la décoration intérieure. Et là, il me dit, puisque nous faisions pour le salon du prêt-à-porter, etc., des forums de tendance, on faisait tout un travail pour les tendances dans la mode. Il me dit, si on faisait la même chose en déco. Et on a créé ce salon Maison et Objets magnifique, qui est devenu le leader mondial. Et nous travaillons toujours avec eux. Voilà, c'est une belle et longue histoire. Donc, le lifestyle, l'art de vivre, c'est ouvert très largement. J'ai très peu travaillé pour l'alimentaire. Aujourd'hui, l'agence a des clients comme du vin, du cognac, des restaurants, des hôtels. Voilà. Donc ça s'élargit. Ça s'élargit. Et, le spectre est très très large. Est-ce qu'il y a une tendance en ce moment, pour donner un exemple concret, dernièrement, que vous voyez émerger ? Que vous avez envie de nous parler d'un exemple ou récent ou moins récent, d'une tendance que vous avez vraiment sentie. Alors, on avait l'exemple du 11 septembre 2001, mais la réflexion de Maffezoli, que l'on a critiquée, du professeur Maffezoli, que l'on a tant critiqué sur les tribus, qu'aujourd'hui, on fonctionne comme ça. Qu'il y a des tribus multiples
et que c'est pas simple de rentrer dans ces tribus-là parce qu'elles ont chacune des codes très particuliers, vestimentaires ou d'habitude de vie, de style de vie. Et bien évidemment la banlieue, la musique, le métissage des cultures, des genres, des couleurs de peau, de mix presque folklorique, enfin ethnique. Et que je trouve que Maffezoli avait tout à fait raison que l'on travaille comme ça en termes de tribus. Mais c'est mon avis personnel. Et qu'aujourd'hui, on classifie un peu les choses de manière romantique, ethnique, city, et que tout ça ne veut pas dire grand-chose. C'est plutôt les tribus, il faudrait foncer et redéfinir tout ça. Parce qu'on est tous tellement multiples et puis oui. Tout se brasse finalement. Tout se brasse, mais en même temps, il y a des égos très marqués, tribu par tribu. Quand je dis des égos, je veux dire des signes d'identité extrêmement forts. Et c'est compliqué pour une marque, puisque nous travaillons pour les marques. Grand public et luxe d'ailleurs, hein, pas que luxe. Pas que luxe. De justement comprendre ces codes-là. Il y a les tribu par tribu, il y a des codes qui ne sont pas que vestimentaires. Et c'est pas simple, mais c'est une des pistes. C'est ce qui rend votre métier passionnant. Alors, il y a un passage dans votre livre, qui est page 244, qui m'a beaucoup interpellée, parce que vous dites « Je suis une optimiste née ». Oui. Je ne sais pas m'arrêter. J'aime fédérer les gens, faire bouger les choses. Et pour rien au monde, je ne changerai de vie. Alors moi, j'avais envie de vous demander, au-delà de votre métier, Nelly Rodi, comment est-ce que vous cultivez l'art de l'attention au quotidien ? Aujourd'hui, en travaillant. Parce que vous continuez à être très active. En travaillant, en étant active, en rencontrant l'autre. En voyageant, vous rentrez du Japon et de Chine ? Oui. En voyageant, je suis allé avec les équipes sur des salons professionnels que nous avons montés en Chine et à Tokyo, parce que ce sont des anciens clients que j'adore et qui m'adorent. Donc, ils veulent absolument que je continue à être sur le terrain. Donc, moi, j'adore. C'est merveilleux. Merci. J'adore ça. Et pas simplement, je donne de mon temps à Paris, capitale de la création, par exemple, à un prix de Paris qui s'appelle Paris Shop and Design. Je recommande à tous les commerçants de Paris de regarder sur Internet, où la Chambre de commerce remet des prix aux commerces qui font un joli travail avec les décorateurs ou les architectes. Je suis administrateur du comité d'échange franco-japon parce que j'adore le Japon, que j'y ai fait une société en 85, tout de suite après avoir fait Paris, j'ai fait le Japon. C'était pas simple, croyez-moi, dans ces années-là. Mais les Japonais m'ont apporté tellement de concepts innovants et qu'après on retravaille bien sûr à l'européenne, mais ils sont très, encore aujourd'hui, je trouve, très conceptuels. Et voilà, je donne de mon temps autant que je peux. Je vais dans les écoles raconter qu'est-ce que c'est qu'une styliste ou c'est quoi la mode. J'essaye de leur faire passer des messages du type quand vous rentrez chez vous ce soir, réfléchissez bien, mais votre veste, elle a demandé 2 ans avant d'être fabriquée, ça part du fil, avant d'arriver, etc. Alors ne mettez pas votre veste par terre, accrochez-la, et ne jetez pas les vêtements. Voilà. Et tout ce travail sur l'écologie, etc. Voilà, je fais ce que je peux à mon niveau encore. C'est un thème qui revient beaucoup dans ce podcast de l'art de l'attention, c'est la transmission. Oui. D'ailleurs, votre avant-dernier chapitre dans votre ouvrage Quelques saisons d'avance s'intitule Transmettre justement. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à cette nouvelle génération de jeunes et aussi de jeunes créateurs dans tous les domaines autour de cet art de l'attention, Nelly Rodi ? Je pense que l'amour est quelque chose de fondamental. Et quand je dis amour, je veux dire
Amour de son métier, amour de ce que l'on fait, amour de l'autre, de l'humain dont on parlait au début de cet entretien. Et le conseil, si c'est un conseil que je peux donner, c'est croyez en vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. Vous en êtes capable. Et lorsque j'étais très jeune et que j'ai démarré, je me disais un jour je serai directrice de mode. Et c'était mon leitmotiv de tous les jours. Un jour je serai directrice de mode. Et puis il est arrivé un jour où j'ai été directrice de mode. Voilà, ça peut arriver à n'importe qui. Je crois que c'est une très très belle conclusion pour nous aujourd'hui. Nelly Rodi, merci infiniment pour votre temps et votre attention. Non, c'est moi qui vous remercie pour votre belle attention. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette conversation avec Madame Nelly Rodi que j'en ai eu à l'enregistrer. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner et pourquoi pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Je vous remercie pour votre temps, pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur ce podcast, l'art de l'attention.